Bonjour et bienvenue dans FinTech Club. Je suis Guillaume Broutard, DG France Benelux de Verifone, leader mondial du paiement. Tous les mois, je reçois les entrepreneurs et dirigeants du monde FinTech en direct de Station F, le plus grand incubateur de start-up du monde. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Cueil, fondateur et CEO de Microdon, la solution d'arrondi solidaire présente dans nos enseignes retail depuis 15 ans. Nous allons parler d'entreprise à mission, du rêve d'une société plus juste et solidaire et de comment en faire un projet de vie, d'une équipe passionnée et de bien d'autres choses encore. FinTech Club, c'est parti. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans FinTech Club. Merci. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureux de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Ça fait quelques années qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble, et donc je pense que tu as beaucoup de choses à dire, à partager. Et donc, écoute, si tu veux bien, je vais te demander de commencer par te présenter. Merci Guillaume, merci pour l'invitation. Effectivement, je m'appelle Olivier Cueil, j'ai 45 ans. J'ai cofondé il y a 14 ans une organisation sociale qui s'appelle Microdon. Et Microdon porte en France un programme qui s'appelle l'Arrondi Solidaire. L'Arrondi Solidaire, c'est ce petit bouton vert sur lequel on appuie quand on a fini de faire ses courses pour décider de donner quelques centimes à une association ou une fondation. Donc 14 ans déjà. 14 ans déjà, ouais, avec à la base un rêve, tout simplement. Hein. Là, on est en plein dans l'utopie, on nage dans le rêve. On est en 2007 à peu près. Je travaille dans une banque de crédit qui s'appelle GE Money Bank. Ouais. Donc je vais tous les matins bosser à la Défense. Un autre rêve. Un ancien rêve. Ouais. Ça m'a bien fait marrer quelques années après quand j'ai vu sortir un site qui s'appelait Fuyons la Défense. Ah oui, ça m'a parlé. Non, franchement, de 2000 à 2008, j'ai passé 8 super années à la Défense parce que j'étais un jeune informaticien, dynamique, motivé, qui a eu la chance de mettre le pied dans une belle boîte américaine qui s'appelait General Electric, GE Money Bank. Mm-hmm. Et c'est le genre de boîte, il faut les saluer, qui est capable de tourner les projecteurs vers les jeunes, d'identifier des talents, de les aider à accélérer. Et ça, c'était pas le cas de tous mes potes de l'époque, qui rejoignaient des boîtes avec des cultures peut-être un petit peu plus franco-françaises. Il faut quand même imaginer que chez GE, en 2003, donc on est en train de parler d'il y a 13 ans. 20 même. 20 ans. 2003, oui. On est en train de parler d'il y a 20 ans. Ouais. T'en passes vite. GE lançait son premier jeu de valeurs. Il créait les valeurs avec les salariés dans l'entreprise. D'accord. Faut imaginer ça. Hein. Oui, ce qui aujourd'hui est vraiment monnaie courante. Donc là, depuis 4-5 ans, toutes les boîtes créent leurs jeux de valeur, le travail avec leurs salariés, etc. Là, on est en train de parler d'il y a 20 ans. Donc voilà, pour dire que j'ai passé 8 belles années chez GE, qui m'a beaucoup développé, qui m'a aidé à devenir un excellent praticien dans mon métier d'informaticien, progressivement un bon leader, un bon manager. J'ai été reconnu pour ça, on m'a promu, on m'a donné des rôles. Mais sont arrivées les années 2007-2008. 2007-2008, c'est la crise des banques. Qu'est-ce qui s'est passé en 2007-2008 ouais, c'est la crise des banques, les subprimes. Un vent de panique arrive des États-Unis sur l'Europe. Les Américains ont fait n'importe quoi avec des crédits et de la dette, des produits structurés, tellement structurés qu'au final, tout le monde s'est demandé quand ils allaient éclater. Et l'ensemble des banques de la planète se sont crispées au point de ralentir et arrêter tout ce qui pouvait ressembler à un investissement, à une dépense, au point de ne pas savoir les uns les autres comment ils allaient passer l'année ou les deux années qui allaient venir. Donc c'est, pour un informaticien de 27-28 ans, c'est une période un peu étrange où on regarde les grands patrons se gratter la tête, réfléchir à la stratégie. Mais surtout, on voit les projets se fermer, les projets se geler, les décisions retardées. Et en fait, on commence à s'ennuyer. Et Pierre-Emmanuel, qui était un de mes collègues à l'époque chez GE, revient à ce moment-là d'une formation au Mexique. Et c'est là que la magie naît, en fait. C'est ce retour de son voyage au Mexique, où il a découvert tout simplement à la caisse d'un supermarché mexicain cette proposition aussi magique que belle, évidente et qui nous a fait rêver, qui était « Et si tous les gens qui règlent des achats
pouvaient décider d'arrondir le montant de leurs achats à l'euro ou à l'unité suivante pour que quelques centimes aillent vers une association d'intérêt général et réalisent un projet d'impact environnemental ou social. Et Pierre-Emmanuel Grange, qui est donc ton Mon associé, cofondateur, exactement. était chez GE aussi. Exactement, on travaillait ensemble chez GE. Donc vous vivez cette crise ensemble, et de cette crise naît une nouvelle opportunité, exactement. Un nouveau rêve. Exactement. Un nouveau rêve dont Pierre-Emmanuel est clairement l'instigateur. Hein. C'est son voyage au Mexique, son expérience, sa rencontre avec l'arrondi mexicain, El Redondeo, comme il le dit si bien, qui nous a inspirés. Et ensuite, il a fallu une recette un peu incroyable, le contexte de la crise des banques, qui a créé une espèce de flottement, où on ne savait pas trop comment se rendre utile. Peut-être aussi un petit pas de recul, à 27-28 ans, on se retourne sur ces 6-7 premières années d'expérience professionnelle et on se dit « Ok, donc à quoi bon ? On a plein de compétences, on les met au service d'un business, d'une activité, d'un truc économique, à performance, rentable, etc. Mais quel impact ça crée en fait ? Qu'est-ce que ça fait de bien pour la société ? Est-ce que ça aide des gens à être moins malheureux ? Est-ce que ça aide des écosystèmes ou de la biodiversité à se restaurer ? Et c'est vrai qu'à 28 ans, j'ai fait ma pré-crise de la quarantaine en me disant, alors voilà, hein, la crise des banques aide, mais quand même je me dis, bon, et comment est-ce qu'on devient un peu utile avec tout ça ? Et c'est autour d'une machine à café que la réponse est apparue, avec Pierre-Emmanuel qui me dit, tu sais, au Mexique, j'ai découvert cette idée de micro-dons d'arrondi sur les caisses des magasins, j'ai trouvé ça génial. On avait à peine 30 ans, et c'est vrai qu'à 30 ans, le monde associatif, fondation, association, ça nous parlait peu finalement. On voyait bien sûr comme tout le monde des grands appels à dons, un téléthon, un site d'action dans l'année, mais on voyait ça de loin, ça ne nous touchait pas, on comprenait pas, on n'était pas interpellé avec notre langage, avec nos codes. Donc rien ne nous encourageait à donner, à sortir de l'argent pour des projets associatifs à l'époque. Et pour cause, les associations s'adressent rarement aux jeunes parce qu'elles savent aussi que ce n'est pas les populations qui sont les plus aisées et qui ont le plus de facilité à donner. Mais c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, si chacun dans son quotidien peut donner ses centimes au moment de régler, c'est indolore et donc ça peut permettre aux jeunes de passer à l'action, tout simplement. Et donc de devenir de jeunes micro-donateurs. Et si on commence à donner ses centimes quand on a 20 ou 30 ans, ça semble assez logique qu'après, entre 30 et 40, puis 40 et 50, on ait envie d'aller plus loin et de s'engager plus parce qu'on a déjà eu le sentiment et on a déjà concrètement soutenu des projets associatifs avec quelques centimes. Donc c'est ça qui nous met en mouvement à l'époque. Et puis, probablement aussi une petite envie d'entreprendre, au sens faire quelque chose par nous-mêmes. Peut-être pas se résoudre à cette condition de salarié employé d'une entreprise, mais peut-être questionner ce petit truc qui nous chatouille l'un et l'autre et qui nous dit « Et si vous deveniez maître de votre destin, si vous preniez les choses en main et si vous preniez des décisions pour... choisir de faire avancer quelque chose, un projet à vous. » Donc c'est l'entrepreneuriat qui vient gratter à la porte. Mais l'entrepreneuriat avec quand même en toile de fond une vraie vision, une vraie envie sociale. Alors ça, c'est le petit ingrédient de plus, effectivement. D'ailleurs, c'est un livre de voyage de Pierre-Emmanuel. On va beaucoup parler de Pierre-Emmanuel, c'est important, c'est un vrai binôme. Il nous a fallu 14 ans à 2, puis à 3, puis à 30, puis à 45 pour faire vivre ce rêve. Pierre-Emmanuel, dans ses livres de voyage, il avait un livre qui s'appelait 80 hommes pour changer le monde. Et comme ça a 20 ans maintenant, forcément je fais une erreur dans le nom du livre. Il faudra qu'on vérifie si c'est bien 80 hommes pour changer le monde. Mais l'idée, c'est que c'est un tour du monde de l'époque des entrepreneurs sociaux. Donc c'est Tony Melotto aux Philippines, c'est Mohamed Younous en Inde. C'est tous ces pionniers, précurseurs qui ont ouvert une voie et qui ont montré que derrière une activité économique, on pouvait rechercher avant tout la maximisation d'un impact social et environnemental. Ces personnes que je viens de nommer, qui ont inspiré des dizaines et des centaines d'entrepreneurs sociaux par la suite, ont vraiment permis d'ouvrir les horizons, d'ouvrir le vocabulaire, d'ouvrir les grammaires d'entrepreneurs sur cette idée que l'argent n'est pas sale, les modèles économiques ne sont pas sales, ils sont des moyens. Ils sont des moyens pour mettre en œuvre des grandes transformations de société et venir répondre et résoudre des problématiques environnementales et sociales. Et donc nous voilà avec nos 4 ingrédients, une découverte au Mexique, une lecture sur les entrepreneurs sociaux, une crise des banques et de la finance qui paralyse et floute un peu tous les contours des projets du moment,
plus cette envie d'entreprendre. Et voilà comment Microdon naît en 2009. Un nouveau cocktail est né. Ouais. Donc en 2009, vous vous lancez. Ouais. Tous les deux, à la base. Je souris faut parce bien que commencer. vraiment, là, avec quelques années de recul, je me dis, on saute dans le vide. Ouais, ça commence toujours par ça, hein, le premier pas dans le vide, avec la foi, hein, il faut avoir la foi. Et donc, quelles sont les premières grosses étapes, les premiers gros challenges, les premiers échecs, les premières victoires? Déjà, ce qui est amusant, c'est qu'on part bille en tête avec cette idée que les gens payent dans plein de magasins, et c'est là qu'il faut les interrompre pour leur demander s'ils veulent donner leurs centimes. Mais finalement, après quelques mois de rencontres, de questionnements, on s'aperçoit qu'il y a un autre univers dans lequel les gens peuvent donner un petit peu d'argent régulièrement, c'est sur les dons sur bulletin de salaire. 21 millions de personnes en France qui reçoivent un bulletin de salaire chaque mois. Et si on propose à chacun d'arrondir le montant de son salaire à l'euro inférieur, là aussi on peut espérer lever des sommes conséquentes pour les projets impact. Et finalement, c'est comme ça que ça a démarré. Ça a commencé par la partie don de salaire ? Ça a commencé avec du don sur salaire en 2010, avec une première entreprise qui monte à bord, et un beau partenariat avec un leader de la fabrication de bulletins de salaire en France, parce qu'il faut savoir que la plupart des entreprises font produire leurs bulletins de salaire par des experts. Et ça commence avec un DRH qui est resté un ami de Microdon, parce que ça a été le premier à nous faire confiance et à monter à bord, qui s'appelait Ibr et qui était DRH à l'époque de la société Eutelsat. À peu près 500 salariés. Et ils lancent le Microdon sur bulletin de salaire avec nous et leur prestataire de paie qui s'appelle ADP GSI. Et alors là, c'est vraiment... on sent qu'on touche quelque chose, quoi. ADP GSI gère quand même 3,5 millions de bulletins de salaire par mois, sur les 21 millions de Français actifs. Et donc tout de suite, on se dit, si on part avec eux et qu'on arrive à faire donner tous les salariés des clients d'ADP GSI, on a vraiment trouvé quelque chose pour créer un gisement de dons et d'argent pour le monde associatif, sur cette base des petits ruisseaux qui font les grandes rivières et des petites contributions indolores individuelles. Sur la même base de l'arrondi ? Ouais, sur la même base de l'arrondi. D'accord, c'est vraiment l'arrondi, donc dans le retail, puisque effectivement c'est très clair, vous avez ces deux solutions. Dans le retail, donc j'achète ma baguette à 1,20 €, les 80 centimes automatiquement sont potentiellement réaffectés donc, et donnés à des associations. Sur le bulletin de salaire, de la même façon, c'est l'arrondi à l'euro supérieur qui automatiquement peut être récolté et donné. Exact. À la nuance près que sur mon bulletin de salaire, je vais effectivement arrondir mon salaire à l'euro inférieur. Donc si je gagne 1427,12 €, je vais accepter de gagner 1427 €. Et les 12 centimes vont être remis à l'association. Et l'employeur, pour démontrer son engagement à lui, il va doubler mon don. Voilà, donc moi, je vais donner 12 centimes, l'employeur va donner 12 centimes. C'est de la co-solidarité, employeur-employé. Donc là, on est en 2010, on lance la première vague de microdons sur salaire. 14 ans après, on a embarqué 200 entreprises qui représentent 500 000 salariés, dans lesquels à peu près 40 000 salariés donnent. Et l'année dernière, ça a permis, centime après centime, de distribuer 2 millions d'euros. Ah oui, quand même. Donc là, ça, c'est le chemin de l'arrondi solidaire sur les bulletins de salaire des 14 dernières années. Et puis, il a fallu attendre 2013 pour qu'un premier dirigeant d'enseigne de distribution nous fasse confiance. J'ai une pensée pour Jean-Paul Mochet, qui dirigeait l'enseigne Franprix à l'époque. Ouais. Et Jean-Paul, je revois tout à fait ce déj là où il nous invite entre deux rendez-vous, jeunes rêveurs avec notre utopie de centimes solidaires. Et il nous dit, bon les gars, c'est chez moi, c'est avec moi que vous allez commencer. On s'installe dans les Franprix, il y en avait je pense 400 magasins Franprix à l'époque intégrés. Et donc on lance ça en juin 2013. L'arrondi sur les paiements dans la grande distribution alimentaire. Et donc les premiers clients, au moment de régler leurs achats, se voient poser une question par l'agent de caisse. Est-ce que vous souhaitez payer un tout petit peu plus et donner vos centimes au Secours Populaire, à la Croix-Rouge? C'était les deux associations à l'époque avec lesquelles on a lancé le partenariat. Et alors là, 4 ans après, c'est long 4 ans quand même. Ouais, 4 ans après, quand un rêve commence à exister, c'est puissant, c'est hyper puissant. On devait être 10-12 personnes dans l'équipe à l'époque. C'était
des célébrations sans fin, on se prenait en photo partout devant les caisses avec les éléments de communication de l'arrondi. Ouais. Et même mieux que ça, on a réussi à l'occasion d'un événement annuel qui s'appelle Convergence, qui se déroule au Palais Brongniart à Paris. On a réussi à attirer l'attention du cabinet du ministre de l'époque, qui était Benoît Hamon, ministre de l'économie sociale et solidaire, qui est venu faire un arrondi solidaire à la caisse d'un magasin rue Réaumur. Alors là, extraordinaire. Des ferlantes de journalistes, feu d'artifice. 10 objectifs pointés sur la caisse avec une cinquantaine de personnes dans la traîne du ministre. C'était vraiment c'était extraordinaire. C'est une séquence qu'on retrouve sur YouTube dans l'historique de la chaîne YouTube Microdon. C'est toujours un bon moment de le revoir parce que ça devait être un très grand moment. Pour vous, ça vous a marqué. Quoi. Effectivement, 4 ans qui se concrétisent en fait véritablement. Donc ce rêve qui se concrétise, cette audace qui est récompensée et voilà, l'aventure qui prend son envol. Quoi. Je suis content d'entendre ce mot audace parce qu'il me parle. Ça fait un petit peu partie du vocabulaire de l'ADN de tout entrepreneur, j'imagine, quand même, un petit peu. Ouais. En tout cas, moi, je me considère comme quelqu'un d'audacieux. Parfois, ça me sert, parfois, ça me dessert. Faut trouver le juste équilibre. C'est compliqué d'être audacieux, parce que la façon dont je définis l'audace, moi, c'est finalement, ça revient à toujours se fixer des objectifs trop grands. Toujours regarder au-delà, pas se contenter ni du statu quo, ni de la norme, ni de ce que le commun des uns des autres estime comme acceptable. Écoute, il vaut mieux avoir un costume un peu trop grand que étriqué, non ? Ouais. La conséquence, c'est que se fixer en permanence des objectifs trop grands, on en rate plein. Ouais. J'en rate plein. Il faut gérer ça, il faut accepter. Exactement. L'échec. Exactement. Accepter l'échec. Et pas le transformer en frustration, mais plutôt comme garder ce moteur. Exactement. Audace, transformer l'échec des objectifs trop grands, plein de succès parmi plein d'échecs. Et ça c'est vraiment une leçon des 14 dernières années d'entrepreneuriat. Et alors, vous avez vraiment monté et fait évoluer Microdon autour de cette vision, bien sûr, d'entreprise à mission sociale, dans un premier temps, mais vous avez vraiment décliné cette vision au quotidien. Vous l'avez traduite dans votre ADN. Vous avez embarqué des personnes dans cette aventure, mais aussi dans cette vision. Donc 40 personnes aujourd'hui chez Microdon. Ouais. Et vous avez des labels. Vous avez la labellisation B Corp en 2015. Vous communiquez également sur l'agrément ESUS. Tu peux nous en parler un petit peu bien sûr. Déjà de ces deux labels agréments, et puis ensuite on reviendra sur comment vous avez fait vivre en fait cette vision et comment vous l'avez traduite dans l'ADN quotidien de vos équipes. Quoi. Ouais, volontiers. Déjà, je vais faire le lien avec d'où on vient. On vient d'une culture de boîte américaine très orientée mesure, résultat, un jeu de valeurs pour cimenter tout ça. Alors évidemment, 20 ans après, on peut faire la lecture de tout ce que ça pouvait avoir de critiquable et de discutable, cette culture de la performance. Mais en tout cas, ça avait quelque chose de très positif. C'est la culture de la transparence et de l'ouverture. Tout était ouvert déjà chez GE. Une boîte qui se mesure, une boîte qui se donne des objectifs, une boîte qui se compare. C'est une boîte qui a l'honnêteté de regarder qui elle est et de le faire savoir à chacun de ses salariés, etc. Et qui est prête à être suffisamment ouverte pour faire son autocritique. Exactement. Et nous, on vient de là. Évidemment, là-dedans, il manque une volonté d'avoir un impact positif sur la société ou l'environnement. C'est ce qu'on a apporté comme nouvel ingrédient dès le jour 1 de Microdon. Mais je me souviens, les 2-3 premières années de Microdon, avec nos 3-4 premiers salariés, en fait, on tournait beaucoup autour des apprentissages et des méthodes et des bienfaits qu'on avait découverts dans cette culture de société américaine. Une culture dans laquelle
on se dit les choses, on se fait du feedback. Après une réunion, on se dit ce qui a été, ce qui n'a pas été. C'est pas facile. C'est pas facile. Surtout le feedback négatif. Le feedback c'est négatif, très difficile. le feedback qui développe, comme on dit. Ouais, le constructif, bien sûr, mais c'est très complexe, quoi. Et c'est sur ces bases-là qu'on a créé Microdon en 2009. Donc, la lecture des grands pionniers de l'entrepreneuriat social, un jeu de valeurs et des modes de fonctionnement issus du management américain des années 80-90, et rapidement la volonté de rassurer notre écosystème. Ça, c'est important. Okay. On lançait Microdon en France, on allait proposer aux Français de donner des centimes pour des associations au moment de régler leurs achats. On n'était pas si loin que ça des grands scandales des années 80-90, qui sont complètement dilués, complètement oubliés en 2023, et tant mieux, mais on s'en réjouit. T'as raison, ça devait être présent quand même dans les esprits, il fallait apporter une certaine crédibilité et une garantie. Exactement. Et du coup, on voulait montrer qu'on était sincère dans notre démarche, au sens où on voulait créer un modèle économique au service d'un impact social avant tout. Et on a trouvé à l'époque quelque chose qui allait nous permettre de le concrétiser, de le matérialiser, qui était un agrément délivré par les services de l'État, qui avait pour but d'agréer des organisations en les nommant entreprises solidaires d'utilité sociale. Alors ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'est le nom d'usage actuel, donc on va garder ce nom-là, les ESUS, entreprises solidaires d'utilité sociale. Et pour avoir l'agrément de l'État d'entreprise solidaire d'utilité sociale, il fallait démontrer un certain nombre de choses, par exemple, en écrivant concrètement dans ses statuts, les statuts de l'entreprise, quelle était sa mission sociale, quel était son but social. Et donc, dès 2009, on a écrit dans les statuts de Microdon. Donc ça, c'est 2009. Ouais, 2009. En 2009, vous avez écrit on a écrit dans les statuts de l'organisation la mission sociale de Microdon. Ça, c'est... Lever des fonds pour des projets à impact, en réunissant vous avez, en très grand nombre des centimes, des sommes, etc. Vous avez 14 ans d'avance, quoi. On a, sur la loi Pacte, on a la loi Pacte, c'est 2015, je crois. Donc on a quelques années. Alors en même temps, le label existe, hein, donc déjà, il faut aussi se souvenir qu'en France, il y a une économie sociale et solidaire. Il y a une économie sociale et solidaire. Commencé à écrire dans leur statut la mission sociale qu'elle s'était fixée dans les années 2009-2010. On était pas peu, beaucoup. On était une dizaine, et on se retrouvait régulièrement autour d'un verre. C'était le mouvement des entrepreneurs sociaux qui naissait en France. Parce qu'aujourd'hui, ça devient enfin quand même une grosse tendance. Il y a effectivement une belle accélération récente. Donc, autre 2009, exemple de statut, autre exemple de choses qu'on écrit dans ces statuts quand on veut être ESUS en 2009, on écrit que si l'organisation dégage des excédents, ça c'est important pour rassurer et les Français et les enseignes de distribution et les associations. Si l'organisation dégage des excédents, elle s'oblige, par statut, à réinvestir 57,5% de ses excédents dans le projet, dans la structure, dans son développement. Elle ne peut pas les distribuer. Ouais. Statutairement, elle ne peut pas les distribuer. Donc on tient à l'écart toute cette frange d'investisseurs ou de fonds qui seraient intéressés pour monter à bord, pour maximiser la profitabilité et le reversement d'argent de dividendes. C'est des engagements forts, quand même. Parce que vous vous bridez aussi, quelque part, clairement, et puis vous vous coupez de certains investisseurs. Exactement. Donc c'est un choix. C'est vraiment un choix, ouais. C'est là qu'on commence à se présenter, tout simplement, et très naturellement, comme des entrepreneurs sociaux. Tous nos rendez-vous commencent par « Bonjour, Olivier Hiquet, Pierre-Emmanuel Grange. On est 2 entrepreneurs sociaux et on vient vous présenter une innovation sociale. On ne présente pas une solution de don, on vient présenter une innovation sociale, sociétale. On va encourager les citoyens à financer l'intérêt général par un petit geste indolore volontaire, abandonner ses centimes pour la bonne cause. » C'est beau. Et puis le chemin se fait. Alors, franchement, avec du recul, je me dis, ces choix, ils étaient certainement vitaux à l'époque, parce qu'encore une fois, on avait à cœur de créer la confiance. Objectivement, ça nous a pas ouvert tant de portes que ça. Alors après, c'est subtil. Qui saura dire quelle part de la décision de tel ou tel dirigeant est venue de nos agréments, nos statuts. Je pense qu'avant tout, c'est notre sincérité, qui on était, et ce qu'on transmettait d'énergie, d'envie et de sincérité dans nos présentations. Mais peut-être, excuse-moi de te couper, mais ces labels qui, à la base, en tout cas, c'est comme ça que vous l'avez imaginé à l'époque, étaient destinés à convaincre les personnes à qui vous alliez présenter votre solution de Microdon. C'est peut-être finalement vous que ça a convaincu le plus, parce que ça vous a permis vraiment de vous engager de façon très très forte,
Et ça vous a peut-être aussi porté. Ça vous a peut-être donné cette confiance et cet élan, quoi. En tout cas, à cette époque, c'était important pour nous d'affirmer qu'on n'était pas en train de monter un business, mais qu'on était en train de créer une innovation sociale qui allait devoir avoir un modèle économique, mais qui avait avant tout une finalité vertueuse d'impacter positivement l'environnement et la société. D'ailleurs, on s'est vraiment posé la question les premiers mois de est-ce qu'on va créer une association ou une fondation ? Parce que finalement, notre projet, il aurait tout à fait pu être porté par une fondation ou une association. Et en fait, on a très vite déchanté, parce qu'on s'est rendu compte assez rapidement qu'il allait falloir avoir un petit peu d'argent pour tenir les 2, 3, 5 premières années. Bien sûr. Et que le modèle flotterait pas tout de suite tout seul. Et malheureusement, quand on est porteur d'un beau projet comme celui-là, mais qu'on se constitue en fondation ou association, en fait, on se ferme toutes les portes et personne n'est capable ou susceptible d'amener de l'argent dans un projet. En tout cas, on est en 2009. Si aujourd'hui la philanthropie s'est développée, et le mécénat, j'aime autant vous dire qu'en 2009, personne n'était prêt à mettre 100 000, 300 000, 500 000 euros d'argent dans un projet comme celui-ci, sans avoir la perspective de, au moins un jour, le récupérer, avec éventuellement un petit peu de fructification. Et pourtant, là aussi, vous avez réussi à décliner cette vision, cet engagement auprès des financements que vous avez pu obtenir. Exactement. Via des fonds solidaires. Exactement. Comme la Maïf ou autre. Et oui, à l'époque, c'était le fonds du crédit coopératif qui s'appelle Esfin Gestion, France Active, Mandarine Gestion, le Fundraising Lab, des groupes de business angels qui s'intéressaient au développement des initiatives de générosité. Donc ça, c'est des gens qui nous ont fait confiance tôt, sur la base de pas grand-chose. Quand même, des valeurs partagées. Des valeurs et un rêve qu'on était bien déterminés à faire advenir. Ouais. Ouais. Et alors tu parlais de business model juste avant. Quel est le business model justement de Microdon ? C'est assez facile, maintenant que j'ai présenté la genèse, de vous laisser deviner à quoi ressemble le business model tel qu'on l'imagine. J'ai parlé de confiance. On veut donner confiance aux Français. Et très vite, on pose un marqueur fort. 100% de ce que vous allez donner va être versé aux associations à impact. Donc ça, déjà, c'est un choix fort qui conditionne pas mal le modèle économique. Parce que derrière, ça veut dire que jour 1, on se prive de toute forme de revenus liés au montant des dons. C'est ça. Et comme on vient d'une grande boîte américaine, qui en plus était pionnière et avait déjà à l'époque développé beaucoup de choses autour de la responsabilité sociale de l'entreprise, comme par exemple le volontariat des salariés. Pierre-Emmanuel et moi, on avait été passer une demi-journée à repeindre les locaux de la Croix-Rouge sur une journée de volontariat proposée par l'entreprise en 2006, 2005 ou 2006. Ils étaient bons quand même. Disons qu'il y avait des pratiques et des méthodes qui venaient tout droit des États-Unis et qui étaient mises en œuvre en France. Pour ceux que ça intéresse, il y a une littérature autour du management de GE qui a été écrite par son patron des années 70 et 90, qui est Jack Welch. Bien sûr. Et Jack Welch a quand même été considéré longtemps comme un vrai visionnaire sur les enjeux de management. Donc le modèle économique, 100% des dons versés aux associations. Et puis nous venions d'une entreprise qui avait déjà une vraie conscience d'empreinte sociale et sociétale. Et assez rapidement, on s'est dit, non mais attends, évidemment, c'est hyper logique que les grandes enseignes de distribution prennent conscience que c'est leur responsabilité sociale et sociétale de mobiliser leurs clients, leurs magasins, pour financer avec des micro-dons et des arrondis solidaires des grandes causes à impact social et environnemental. Donc le modèle économique, on l'énonce de la façon suivante. Les entreprises paieront des dispositifs de mobilisation solidaire de clients en magasin. Et donc on commence à élaborer un modèle de coût-revenu où on détermine ce que ça va nous coûter de mettre en œuvre ces solutions de dons. Seul, mais pas seulement seul, parce qu'on a dû agréger des partenaires techniques qui ont développé des solutions pour rendre possible le don sur les systèmes de paiement des enseignes. Et ça nous fait déboucher sur une grille de prix. Et donc on commence à aller vers le marché avec nos prix. Et là, c'est la débandade. Maintenant que vous êtes coupé complètement de toute opportunité de prendre quoi que ce soit sur les dons, et là, on vous dit que votre business model ne marche pas. Exactement, parfait. On nous dit que c'est beaucoup trop cher. Les 50 premières enseignes de distribution qu'on rencontre nous regardent avec un petit sourire en coin.
On arrive à leur transmettre notre passion, on leur donne presque envie de mettre en place ce microdon sur leur paiement. Mais quand on leur annonce le prix, ils nous disent mais jamais de la vie, on n'a pas cet argent, on n'a pas ces budgets, on ne sait pas pourquoi on le dépense, il n'y a aucun retour sur investissement, ça nous fait absolument rien gagner. Non, on ne dépensera pas cet argent pour aller proposer à nos clients de donner leurs centimes. Et donc là, énorme désillusion, on est entre 2011 et 2015, et on se rend compte que notre grille de prix ne convient pas, que personne ne sait trouver les budgets qu'on évoque. Et donc, je vous fais pas de dessin, on prend cette grille de prix, on la plie en 2, on la plie en 3, on la plie en 4, et puis on s'achète nos premières références avec des prix complètement cassés. Mais c'est ce qui nous permet de monter à bord 3, 5, 10, 15, 20 enseignes de distribution, en prenant sur nous, en faisant financer le manque à gagner par les fonds d'investissement, qui disent c'est pas grave, pourtant c'est de faire vos premières armes. Plus tard, vous trouverez d'autres idées pour faire évoluer le modèle économique. Et voilà. Mais là aussi, encore un engagement très fort, parce que au fil des années, alors, il faudrait voir quand sont apparus peut-être les premiers concurrents, mais bon, on en avait un peu parlé déjà. Si j'ai bien compris, vos concurrents directs, en France ou à l'étranger, qui se sont investis sur ce genre de modèle, sont partis directement avec une commission, un pourcentage sur les dons. Donc là aussi, vous avez eu un engagement très fort dès le début que vous avez tenu et qui traduit votre sincérité, une des valeurs fortes dont tu parlais tout à l'heure, et qui fait aussi une vraie différence. Oui, effectivement. On a vu dans d'autres pays et en France apparaître des acteurs qui faisaient le choix dès le lancement de reverser une partie des dons aux associations, mais de construire un modèle économique en retenant une partie de ces dons. Très franchement, on les a regardés du coin de l'œil en se disant est-ce que ça marche mieux que nous ? Est-ce qu'ils y arrivent ? Et en fait, la réponse c'était non. Ils n'y arrivaient pas mieux que nous. D'accord. C'était pas avec ce modèle alternatif qu'ils y arrivaient plus que nous. Donc, on les a regardés du coin de l'œil quelques années. On s'est parlé, bien évidemment. On est en 2023. On vient quand même de se manger 3 années de Covid compliquées. On en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais tout ça ne facilite pas le passage à l'action pour que des nouvelles enseignes actionnent des projets qui restent des projets facultatifs, eu égard à toutes les problématiques métiers, de rentabilité, de performance qu'ils ont par ailleurs. Mettre en place une mécanique de dons sur les paiements, ça reste quelque chose d'assez facultatif. Donc ces 3 années nous ont fait relativement mal. Elles ont été, comme pour beaucoup d'entreprises, difficiles à passer. Et la décision qu'on a dû prendre en 2022, c'est de revenir sur cet engagement de départ. Et donc à partir de 2023, 90% des dons seront versés aux associations et 10% des dons vont venir nourrir le modèle économique de Microdon. Puisque malheureusement, cette fiche de prix dont je parlais tout à l'heure, qu'on a pliée en 2, en 3 puis en 4 il y a 12 ans maintenant, malheureusement, on n'a jamais été capable de la déplier et augmenter les tarifs pour les acteurs du retail, ça reste impossible. Donc voilà, donc on a fait un choix de raison. Vous avez bien tenu quand même. On a bien tenu, et puis on est aussi rassuré parce qu'on sait que maintenant, les Français sont amis de la mécanique d'arrondi, ils la connaissent, ils ont confiance en elle. On va faire évoluer les conditions, ils le sauront, on sera transparent sur le fait que 90% de ce qu'ils donneront iront aux associations. L'année dernière, on a quand même permis à plusieurs centaines d'associations de financer 14 millions d'euros de projets. Donc les petits centimes, c'est extraordinaire. Mis bout à bout, 14 millions de collectés d'euros donnés par les Français généreusement dans 45 dernière. enseignes de distribution. Donc c'est phénoménal. Et effectivement, on parlait aussi tout à l'heure, vous communiquez sur 57 millions d'euros de collectés depuis le début de l'aventure. Depuis le début de l'aventure, ouais. Ça a été très progressif. C'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est marrant ce genre de petit moment où on peut, comme ça, dans une conversation, faire une petite pause, regarder ça à la lumière du chemin parcouru. Et c'est vrai que on est quelques-uns en Europe. Il y a un acteur en Angleterre, il y a un acteur en Allemagne, il y a un acteur en Espagne, à avoir formulé le même rêve à peu près dans la même période. Et voilà, monter les marches ensemble, faire de ces rêves une réalité, c'est extraordinaire. Vous pouvez être fier de vous, je pense. Hein. Non, c'est beau. C'est beau, effectivement, 25 enseignes de distribution,
200 clients, 1600 associations soutenues, 155 millions de dons réalisés, et donc 57 millions d'euros récoltés, dont 14 millions l'année dernière. Donc 14 millions l'année dernière. Et Incroyable. le chiffre du nombre d'enseignes est un tout petit peu plus élevé, parce qu'on parle de 45 enseignes de distribution. Super. 45, Ah qui, oui, représentent 45. 10 000 magasins en France. Joli. Moi, j'ai Joli, pas envie joli. de m'arrêter à ces chiffres aussi, parce que Non, mais ce qui me nourrit dans le c'est quotidien, important quand c'est même aussi de- de savoir quel est Bien l'impact sûr. qui a été généré. Je vous donne quelques exemples. Moi, j'ai toujours envie d'illustrer ça aussi, parce que c'est des histoires qui m'ont touché et que j'aime à rappeler, sûr. à relayer. L'enseigne Sephora nous a demandé assez rapidement de mettre en place des arrondis au profit d'une association qui s'appelle Toutes à l'école. Toutes à l'école, c'est une association qui a été créée sur une expérience personnelle d'une journaliste française qui s'appelait Tina Kiefer, qui a voyagé au Cambodge et qui a découvert la rudesse de la vie des jeunes Cambodgiens, et notamment les jeunes filles. Quand elle découvre le Cambodge il y a 15 ans, ou peut-être même un peu plus, elle réalise que dans les familles, tous les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Et on va envoyer en priorité à l'école les garçons. Et les filles vont rester à la maison pour aider aux tâches ménagères. Et ça la révolte, parce qu'elle réalise que la condition des filles n'évoluera pas tant qu'il n'y aura pas d'éducation pour les filles. Oui. Et donc elle crée une école à Phnom Penh, qui s'appelle Happy Chandara, Ok. qui scolarise 1200 gamines. Je crois que il y a 2 ans, ils ont eu la chance et le bonheur de fêter la première session de baccalauréat pour les filles de l'école Happy Chandara. C'est extraordinaire. Il y a même des filles qui ont magique. poursuivi les études après le baccalauréat. Certaines sont venues en France. Et ça, quand on sait que les clients de Sephora, en donnant leurs centimes, financent chaque année en moyenne 500 000 euros, qui est un tiers du budget de fonctionnement de l'association Toutes à l'école, bah on se lève le lundi matin et on se dit, voilà, on sait pourquoi on y va, on sait pourquoi on va convaincre des dirigeants d'enseigne, on sait pourquoi on n'a pas de problème à aller solliciter tous les clients en leur proposant de donner leurs centimes. Quand une jonquille pour Curie se présente à la caisse des magasins Truffaut et qu'on a des centaines et des milliers de clients qui, centime après centime, vont financer un nouveau programme de recherche pour les cancers, et qu'on sait que cet institut digne de confiance va annoncer des bilans de programmes de recherche, améliorer les conditions d'hospitalisation et de prise en charge des cancers en France, c'est du ultra concret. Un dernier programme que je vais citer parce qu'il a de l'ampleur. Quand une grande entreprise internationale des paiements, Mastercard pour la citer, s'engage à protéger, restaurer ou replanter 100 millions d'arbres, c'est pas rien 100 millions d'arbres, 100 millions d'arbres d'ici à 2025, et que centime après centime, les clients d'une enseigne comme Cora vont donner en l'espace d'un mois 550 000 euros, c'est phénoménal. Ouais, c'est de l'impact hyper concret. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un de nos prochains défis, c'est de réussir à expliquer et présenter de façon encore plus transparente, encore plus immédiate, encore plus simple, cette notion d'impact aux clients dans les magasins. C'est des remontées qu'on nous fait souvent. Les gens sont contents de donner leurs centimes, mais ils aimeraient bien savoir plus concrètement à quoi ils sont employés. Surtout, vu la puissance de ce que tu racontes. Je veux dire, c'est bien sûr que toi, ça t'a animé pendant 14 ans. Ça a sûrement animé tes équipes, tes clients, mais il y a de quoi animer les consommateurs. Au-delà de effectivement, ce don quotidien, voir le retour, voir la création de ce que tu évoques, c'est phénoménal, quoi. Et donc on en parlait un peu tout à l'heure, justement tes équipes. Comment tu as traduit ça? Comment tu l'as diffusé au cours de ces années et t'en as fait une vision, une mission et un quotidien pour tes équipes qui ont été justement animées par ça? Déjà, il faut imaginer à quoi ressemblent les 3, 5, 10 premières personnes qui nous ont rejoints. Parce que, Ouais. imaginez le topo. 2 entrepreneurs sociaux, Ouais, rêveurs utopistes, qui Mhm. pensent qu'ils vont faire donner leurs centimes à l'ensemble des Français. bien sûr. Qui, sur la base de leurs convictions et leur sourire, commencent à proposer à des jeunes stagiaires, étudiants. Alors, ça s'est pas mal fait comme ça, d'ailleurs, des missions étudiantes. Je me souviens avoir travaillé avec un groupe d'étudiants de l'ESCP qui, déjà, sur les bancs des cours de l'ESCP, levaient la main en disant « Nous, on veut particulièrement travailler sur des missions à impact social et environnemental ». Ça frémissait aussi sur les bancs des écoles. Quand tu étais à l'ESCP? Alors,
Parce que tu y es passé Ouais, j'ai fait un petit en crochet. 2010. J'ai fait un petit crochet de 6 ou 9 mois dans un programme d'accompagnement aux créateurs d'entreprises. Oui, c'est ça. C'était au moment du lancement de Ouais, Microdon. c'est ça. Ok. Et effectivement, ça nous a permis de nouer des liens avec des profs qui ensuite nous ont invités à venir présenter nos projets Excellent. dans leur module. Et là, on voyait des étudiants. Alors, autant nous, on était des entrepreneurs sociaux précurseurs en France, autant il y avait des étudiants déjà sur les bancs de l'école qui levaient la main. Et ils n'étaient pas si nombreux. Il faut imaginer les bancs de l'école en 2009 à l'ESCP. Les 5 qui levaient la main en disant nous, on est intéressés par une mission parce qu'il y a un impact social et environnemental. Et d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil, c'est amusant parce que ces mêmes étudiants qui levaient la main sur les bancs d'école sont devenus des créateurs et des leaders d'organisations sociales aujourd'hui. C'est vrai. C'est-à-dire que là, je vous parle sur les bancs de l'école de Maëva Tordo, Leila Obala, qui ont été par la suite les créateurs d'organisations comme Noise, un mouvement d'accélération d'entrepreneurs sociaux à l'ESCP, ou l'organisation Make Sense. Ah, bah oui, bien sûr. Donc tout ça, c'est amusant, parce que là, pour le coup, on a l'impression de faire un peu de spéléo et d'archéologie, mais on replonge dans les années... la fin des années 2000 sur l'entrepreneuriat social en France. Et donc, les premiers salariés qui rejoignent Microdon sont quand même des gens qui déjà nous identifient, comprennent le vocabulaire et la grammaire qu'on utilisait à l'époque, et donc ce sont rapidement, pas forcément des activistes, mais en tout cas des personnes qui ont lu les mêmes livres que Pierre-Emmanuel Grange, qui sont animés par les mêmes convictions, qui n'ont peut-être pas simplement ni l'expérience, ni l'âge, ni l'audace de monter leur projet entrepreneurial, mais qui ont envie de rejoindre un projet naissant. Et donc, c'est comme ça que Lucie Gaudens nous rejoint, c'est notre première salariée. Je pense même qu'on l'a salariée avant nous, avant les fondateurs. Oui, c'est souvent comme ça. Et donc, Lucie, qui à l'époque animait des blogs et des groupes de discussion autour de l'entrepreneuriat social, devient notre première salariée. Et donc, les 5-10 premiers salariés de Microdon, évidemment, un certain nombre d'entre eux ont été des stagiaires, mais là aussi, dans une promo, il y a toujours 2, 3, 4 personnes qui ont une sensibilité un peu différente, qui sont contents de faire des études pour apprendre à manipuler les concepts du business et du commerce, mais qui aimeraient bien mettre ces compétences-là au service de quelque chose avec un peu plus de sens. Et donc, en fait, ça se fait très facilement au départ. Avec ce que je viens de te dire, t'imagines bien que les 10 premiers, c'est un café philo tous les jours de comment on va inventer l'entrepreneuriat social. On s'est trouvé, exactement. Donc, on vit comme ça pendant 3, 4, 5 ans, avec une équipe qui tourne entre 8 et 12 personnes. On est une vraie équipe de sport-co, quoi, et on s'entend ultra bien. Et du coup, les jeux de valeurs, les rituels, la culture du management, tout ça se met en place de façon assez naturelle. On passe un premier cap quand on dépasse les 15. Quand on arrive à 15-20, il faut s'organiser. Il y a des plus juniors, il y a des plus seniors. Il commence à y avoir des velléités pour ceux qui sont là depuis 3, 4, 5 ans à peut-être encadrer certaines personnes un peu plus juniors. Donc il faut commencer à mettre en place des codes de management. Et là, on croise le chemin de... Alors là, c'est vraiment passionnant, cette partie-là de la structuration du management de Microdon. On croise le chemin d'un binôme, Erwan Rosier et Cédric Mao, qui à l'époque, c'est marrant d'ailleurs, ils ont un parcours un peu comme le nôtre, mais ils sont un peu plus jeunes. Ils ont bossé dans des grands groupes et ils ont fait un florilège de tout ce qu'ils ont vu de catastrophique en termes de management. Et bien inspirés, ils se sont inspirés de concepts comme la spirale dynamique ou plus précisément, j'y viens, le livre de Frédéric Laloux en 2014 qui s'appelle Reinventing Organizations. Et on croise ces garçons-là et ils nous disent on est en train de monter une structure incubée au sein de Make Sense qui s'appelle Fly the Nest et qui va accompagner les organisations, à structurer leurs valeurs, leur management et leur façon de fédérer les équipes autour d'ambitions communes. Et donc, on travaille avec Fly the Nest en 2014-2015 et là, c'est un bonheur. Pendant 4 ans, 5 ans, ils nous donnent des boîtes à outils, ils nous accompagnent, ils nous coachent, et ils créent quelque chose, une espèce d'osmose où on devient 15, puis 20, puis 25 salariés. Et à 25, on arrive à créer une vision commune, des plans d'action communs qui ne sont pas des plans d'action to-do list, je t'explique ce que tu as à faire, qui sont des choses où on pose la stratégie ensemble, chacun contribue à la faire vivre, chacun s'engage sur certains pans de la stratégie, à l'idée et à mener à bien certains aspects du projet. Très concret, pragmatique. Hyper pragmatique. Et en adéquation hyper toujours inspirant. avec votre mission, quoi. Ils vous ont accompagné pendant 4-5 ans. Ouais. Quand même. Ouais. On a mis en place les premiers outils de Fly the Nest en 2015. Et jusqu'à 2020, à peu près, on a été
des grands inspirés des méthodes de Fly the Nest. L'organisation continue à grandir. On est passé à 30, puis à 40. Et j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Alors malheureusement, je pense que Covid et le protocole sanitaire a aussi beaucoup abîmé cette culture de l'organisation libérée. C'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Ouais. Le protocole sanitaire a beaucoup Pourquoi challengé. La perte du lien ou... Ouais, la perte du lien était quelque chose de très compliqué. Le fait de ne pas pouvoir... Il y a des fondamentaux dans la méthode de Fly the Nest, et le fait de se retrouver dans un endroit, un matin toutes les 2 semaines, avec de l'énergie qui passe, une intention, les trémolos dans la voix ou pas, les yeux qui brillent quand on est face à une difficulté, tout ça, c'est des choses qui ont été beaucoup abîmées par le protocole sanitaire, qui nous ont fait beaucoup remettre en question les méthodes et la façon dont on travaillait. Et puis dans une entreprise de 40, on commence à avoir une dizaine de profils entrepreneurs, une dizaine de profils un peu moins entrepreneurs, et puis une vingtaine de profils tout à fait suiveurs, tout à fait compétents, mais pas tout à fait aussi volontaires et aussi capables d'incarner dans le quotidien les traits de caractère et les leviers de stimulation des plus entrepreneurs. Et ça, Covid mis à part, cette répartition de l'équipe, c'est perçu comme un sujet. Parce que tu peux te dire aussi, il faut un peu de tout dans une équipe. Exactement. Alors, c'est un sujet quand on regarde ce que propose Fly the Nest et la façon dont les entreprises libérées proposent de s'organiser pour accomplir des choses. Ok, parce que j'imagine tu pars du principe dans une organisation libérée que chacun ait son propre moteur. Exactement. Autonome, et donc que quelque part, tu as besoin de profils très entrepreneurs, en fait. Ouais, alors, ce mot, il a fait longtemps débat chez nous. En tout cas, il faut des personnes qui sont, pas forcément structurellement, mais au moins, dans la conjoncture du moment, capables de donner le meilleur d'eux-mêmes, de trouver toujours la capacité à remettre en cause le statu quo, à pas s'accommoder d'une situation, à prendre l'initiative, à être le moteur du changement. Okay. On est 45, il y a des personnes dans l'organisation qui ont moins ce profil-là, et c'est OK. On a trouvé d'autres façons de s'organiser. On a aussi passé le témoin à d'autres personnes qui se sentent plus aptes à structurer l'organisation selon des méthodes qui permettent d'inclure tout le monde, de faire briller tout le monde, quel que soit son profil, ses compétences et ses moteurs. Bon, on est entre nous, c'est un podcast, la personne nous écoute. Bien sûr. C'est moi ma cam. Voilà. Ouais. Moi, j'étais un entrepreneur des 20 premiers qui s'éclate quand la méthode Fly the Nest marche à 20. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est OK. Il faut des gens pour créer des cadres et des structures qui s'adaptent mieux à des organisations qui grandissent. Et puis voilà, il faut connaître chacun aussi. Et après, donc il y a 2-3 ans, en 2020, donc là une étape quand même importante, un gros changement. Vous êtes racheté par KissKissBankBank, filiale de la Banque Postale. Exactement. Donc là, très gros changement, j'imagine quand même. Ouais, alors nous, notre histoire, c'est quand même... quand on parle de rachat, on parle d'une opération en capital, c'est-à-dire que les actions du capital de Microdon sont passées d'une main à une autre. C'est quand même un peu notre histoire depuis le début, c'est-à-dire que Pierre-Emmanuel et moi, on détenait les parts de la société pendant 1 an, et dès la 2e année, vu que notre modèle économique avait du mal à se dessiner, il a fallu commencer à donner des parts de notre société à des fonds d'investissement. Donc on les a cités tout à l'heure, c'était des fonds qui partageaient nos valeurs, des fonds qui partageaient notre vision de l'entrepreneuriat, donc ça a été très agréable et très simple de travailler avec eux pendant toutes ces années. Mais ces fonds, ils vivent aussi selon des principes, qui sont des principes économiques assez simples. Ils montent à bord, puis ils réinvestissent au bout de 3 ans, éventuellement encore au bout de 6 ans, et puis après, ils cherchent à passer le témoin, tout simplement parce qu'ils ont fait leur temps, ils ont fait leur cycle, ils ont investi dans une jeune pousse, ils l'ont fait grandir, et ensuite ils cherchent mécaniquement à sortir leurs actions de cette jeune pousse, enfin de cette moyenne pousse, pour pouvoir réinvestir dans des jeunes pousses. Et donc à ce moment précis, on est en 2018-2019, nos actionnaires nous disent, si vous avez encore la perspective de vous développer,
il est probable que ce ne soit pas avec nous que vous pourrez le faire, mais peut-être avec un industriel avec lequel vous trouverez des synergies fortes. Ok. Une boîte établie pour lesquelles vous allez répondre à des enjeux stratégiques, donc qui vont avoir un enjeu à racheter des actions de votre société. Et en même temps, leur écosystème, leur fonctionnement fera que ça emmènera votre projet plus loin, plus vite et plus longtemps. Et effectivement, en 2020, on a scellé un accord avec KissKissBankBank & Co., au sein duquel sont réunies plusieurs structures, l'Endopolis, Goodid, YouMatter, Microdon, et bien sûr l'historique KissKissBankBank, qui lui-même avait été acheté par la Banque Postale quelques années auparavant. Donc c'est une toute nouvelle aventure, on est 45 dans un groupe d'une centaine de personnes, lui-même dans une banque de plusieurs milliers de salariés, et enfin elle-même détenue par la Poste, la Grande Poste, qui doit avoir 250 000 salariés en France. Donc oui, c'est une toute nouvelle aventure. C'était quand même bienvenu dans un contexte économique tendu. Hein, on parle des années Covid. Il est probable que les vagues qu'on a dû passer dans les années 2020 à 2023 auraient été beaucoup plus compliquées à passer si on n'avait pas eu la Banque Postale comme grande sœur. C'est sûr. Non, mais c'est sûr que ça change, mais c'est aussi ce qui vous a permis de continuer à croître, hein, et à convaincre. Et ok, mais écoute, non, c'est assez incroyable comme histoire, comme aventure. En parallèle, et là aussi on en a pas mal parlé en off, tu as continué à nourrir cette passion, hein, pour l'entrepreneuriat social, et tu t'es ouvert aussi de plus en plus, de ce que j'ai compris, à la cause environnementale. Donc notamment, j'aimerais bien que tu parles peut-être un petit peu de ton passage à la Convention des entreprises pour le climat. J'ai l'impression que ça a été aussi une expérience assez forte pour toi. Alors effectivement, ce qui est amusant, si on revient un petit peu dans la genèse, c'est que quand on crée Microdon avec Pierre-Emmanuel, on a tous les deux le sentiment qu'on doit faire plus, qu'on peut faire plus et qu'on aimerait faire plus pour la société. Mais on n'a ni l'un ni l'autre d'engagement fort, on n'est pas des militants, on est à peine des bénévoles ou adhérents associatifs, et on n'a pas de figure autour de nous qui nous inspire, qui nous parle et qui nous... En gros, on n'a pas de cause de cœur. Donc de 2009 à 2019, me concernant, je donne tout ce que j'ai pour que Microdon existe, pour que les arrondis solidaires forment des petites rivières, des petits ruisseaux qui forment des grandes rivières, que des millions d'euros aillent vers les causes associatives. En chemin, je fais des belles rencontres, je vous en ai raconté une ou deux. Donc je suis touché par les projets portés par les associations. Mais encore une fois, je ne suis pas... J'ai pas ma fibre, j'ai pas mon astre qui m'attire et qui me parle tous les matins en termes d'impact. Et en 2019, je participe à un atelier, un peu au hasard, des rencontres et des opportunités. Je participe à un atelier qui s'appelle la fresque du climat. Bien sûr. En 2019, je pense qu'on est dans les tout premiers ateliers dispensés directement par les bénévoles de l'association La Fresque du Climat. Okay. Donc c'était, je sais pas, il devait y avoir un événement toutes les 2 semaines pendant les premiers mois de vie du programme. Et là, La Fresque du Climat, c'est vraiment une prise de conscience. Alors, je dirais pas que c'est un électrochoc qui fait que dès le lendemain, je me suis mis à sortir manifester avec des banderoles de prise de conscience des enjeux climat. C'est pas ça. C'est que j'ai vraiment pris contact avec des notions qui m'échappaient complètement. Des ordres de grandeur de chiffres. Où en est-on dans l'accumulation des particules polluantes dans l'atmosphère qui deviennent des gaz à effet de serre et qui conditionnent des trajectoires de réchauffement climatique. La fresque du climat pose en 1h30 et en 56 cartes, qui sont des cartes postales, ni plus ni moins, avec des photos sur le recto et des explications sur le verso. La fresque du climat pose un certain nombre d'ordres de grandeur et de principes clés qui établissent le lien cause-conséquence entre l'activité humaine et le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Et là, je dois avouer que je me prends une première belle baffe où je réalise que de mon petit quotidien de jeune homme qui vit en Île-de-France avec
ses habitudes de consommation, ses transports, ses voyages en avion, je peux pas considérer en 2019 que je suis un grand dépensier ou un grand consommateur, mais néanmoins, je prends conscience, avec les premières pierres qu'apporte la fresque du climat, je prends conscience de la différence qu'il y a entre le mode de vie des 1,5 milliard d'habitants les plus riches de la planète dont je fais partie, et les 6,5 milliards d'habitants qui forment l'immense majorité des habitants sur la planète, qui n'ont pas du tout accès aux ressources, au divertissement, au voyage, à la culture, et parfois même à l'éducation, et parfois même à la nutrition, pour en parler. Et là, j'en prends vraiment conscience. C'est-à-dire que là, vraiment, cette fresque du climat, elle m'ouvre les yeux là-dessus, notamment parce qu'elle trace des trajectoires, et qu'elle commence à nous éclairer un peu le scénario des 10, 20, 30 prochaines années, en nous montrant que nous, peuple des pays développés, le milliard et demi de gens plus riches de la planète, en fait, on n'est pas si loin des problématiques de stress hydrique, de problématiques d'approvisionnement en alimentation, etc., etc., et qu'il faut bien prendre conscience des causes-conséquences. Donc là, pour répondre à ta question, Guillaume, oui, là, il se passe quelque chose. En 2019, je me prends une belle baffe. Se passe une année, et pendant cette année, je suis contacté par les organisateurs d'un événement qui va naître en septembre 2021, à l'initiative de 3 personnes, Alexandre Chrétien, Yannick Servant et Éric Duverger, qui veulent créer la première convention des entreprises pour le climat. Cette convention des entreprises pour le climat, elle s'inscrit dans la continuité d'une commande d'Emmanuel Macron à l'époque, qui s'appelait la Convention citoyenne pour le climat, qui a réuni 150 citoyens tirés au sort. Et Éric Duverger, Alexandre Chrétien et Yannick Servant à l'époque se disent, maintenant que la Convention citoyenne pour le climat a eu lieu, avec tous les débats et les critiques dont elle a fait l'objet, il est temps maintenant de mobiliser les dirigeants d'entreprise et de les inviter à faire cette prise de conscience, comprendre quelle va être l'évolution du dérèglement climatique sur leurs activités économiques et se projeter dans les 10, 20, 30 prochaines années en réinventant leur modèle économique, puisque pour les moins initiés, je dévoile un petit peu les apprentissages de cette convention d'entreprise pour le climat, mais il est absolument limpide et évident pour moi et pour plusieurs centaines de dirigeants maintenant dans ce pays, que l'activité économique telle qu'on l'a construite, imaginée et opérée sur les 100 dernières années ne pourra plus exister ces 20, 30, 50 prochaines années dans les mêmes conditions. Le postulat étant simple, il n'y a pas de croissance infinie sur une planète sur laquelle les ressources sont finies. Et donc, pour référence, j'invite nos auditeurs à écouter Jean-Marc Jancovici, Cyril Dion et beaucoup d'autres qui s'expriment sur le sujet. Aurélien Barraud a une lecture aussi assez saisissante de l'évolution du monde économique. Donc voilà, donc depuis 2019, Guillaume et je sais, parce qu'effectivement on en a parlé off, on a des éclairages, des éclaircissements et des convictions qui commencent à se dessiner sur la façon dont l'économie va se transformer, à mon sens, beaucoup plus vite que ce que les pouvoirs publics ou l'opinion publique ou les médias semblent vouloir le relayer aujourd'hui. Et donc, naturellement, ça trouve aussi son écho dans le projet de vie, le projet de carrière et le projet de développement auquel je m'attelle. Microdon a toujours permis à des causes qui préservent la biodiversité, l'environnement, d'exister et d'être financées. Je pense qu'il y a un biais qui est en train de se créer et qu'à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler ou de plus en parler avec des clients retailers ou des entreprises qui mobilisent leurs salariés, j'ai tendance à mettre des coups de projecteur sur ces pans d'action environnementale qui me semblent maintenant criants d'urgence. Mais effectivement, on peut dire que maintenant ça me caractérise. Donc 12 mois de convention des entreprises pour le climat, de septembre 2021 à juin 2022, pendant lesquels on nous a invités à réécrire notre feuille de route en tant qu'entrepreneur. Alors celle de Microdon, elle n'est pas très compliquée à réécrire. Oui, vous êtes déjà pas mal quand même. Comment flécher encore plus d'arrondis et de microdons vers des enjeux de préservation et restauration de la biodiversité, qui est quand même au cœur du sujet des crises auxquelles on fait face.
mais quand même un petit bruit de fond, en tout cas un petit poil à gratter, qui est si, comme on peut le pressentir, la consommation diminue et va diminuer, eh bien la part relative de gens qui, en consommant, feront des microdons aura peut-être aussi probablement tendance à diminuer. Bon, voilà, je pense qu'il va encore s'écouler 5-10 ans pendant lesquels la pratique de la consommation dans notre pays sera encore un beau vecteur de générosité pour lever des sommes, pour dérouler des projets à impact environnemental et social. Toutefois, je commence aussi, à titre personnel, à me questionner et à me documenter et à rencontrer et à expérimenter des modes alternatifs de production, de mode de vie collectif. Je suis très curieux et très enthousiaste de tout ce qui va pouvoir se mettre en place et se développer dans les années à venir, visant à permettre aux humains de continuer à vivre dignement sur la planète Terre, planète qui elle-même va être... Alors, pardon, je fais une petite pause parce que je m'amuse tout seul en disant, en fait, la planète, elle a pas de problème. Oui. La planète, elle nous survivra, elle sera là dans 1 million d'années, 2 millions d'années, elle se sera régénérée, il n'y a pas de problème. Ce qui va être probablement plus compliqué dans les 10, 20, 50 prochaines années, c'est les conditions de vie décentes et dignes de l'homme sur Terre, considérant qu'il va y avoir des millions, peut-être même des milliards de réfugiés climatiques qui vont devoir quitter les zones qu'ils habitent pendant quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois dans l'année, et peut-être même, dans un certain horizon de temps, ne plus pouvoir y revenir du tout dans l'année. Et tout ça va nécessairement occasionner des nouveaux défis, des nouveaux challenges sur la façon dont on envisage de vivre ensemble, sur si on relie ça à des concepts économiques, comment passer de l'économie de la détention, de l'avoir, à l'économie du partage, puisque ce qu'on peut souhaiter de mieux à une voiture, finalement, ou plutôt à un autobus. Ce qu'on peut souhaiter de mieux à un autobus, c'est d'être utilisé 365 jours par an par des personnes différentes, plutôt que d'être utilisé par son propriétaire 25 jours dans l'année et entreposé dans un garage le reste du temps. Et si on prend ce raisonnement-là et qu'on l'applique à tout un tas d'autres univers de notre vie, de notre société, de notre quotidien, eh bien, c'est comme ça que j'identifie, en tout cas que l'économie circulaire est probablement la seule économie qui vivra. Toute autre forme d'économie extractive, productiviste, avec des déchets, de la fabrication, que ce soit de métaux, de plastique, etc. Tout ça a de grandes chances de... Et d'ailleurs, j'utilise le mot chance, parce que maintenant je considère que c'est une chance. Tout ça a de grandes chances de s'amoindrir, voire de disparaître dans les décennies qui viennent. Et je pense que c'est une chance pour nous tous. Écoute, j'ai hâte de voir en tout cas comment va évoluer cette nouvelle réflexion, cette nouvelle passion, ce nouveau rêve. Et écoute, tu reviens quand tu veux pour en parler. Merci infiniment, Guillaume. En tout cas, je te remercie vraiment beaucoup pour une fois de plus accepter mon invitation et puis pour cette heure passée ensemble pendant laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc merci beaucoup, Olivier. Merci, Guillaume. Merci pour tes questions et à très bientôt. À très bientôt.